Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui dans 101% la critique de Tom Clancy and Wars, ensuite la minute du geek sur la 4e dimension, après Suzuka dans Tokyo Café, mais on commence avec les news. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Les possesseurs de Xbox 360 le savent. La nouvelle expérience Xbox, dont le lancement a eu lieu il y a quelques jours, leur permet entre autres d'installer les jeux sur le disque dur de leur console. Une opération censée réduire les temps de chargement. Oui mais voilà, ce n'est visiblement pas le cas pour tous les jeux. En effet, lorsque l'on installe Halo 3 sur sa Xbox, les temps de chargement s'en trouvent rallongés. Il est donc clairement préférable de jouer à partir du DVD. Les équipes de Bungie Software, qui sont tout à fait conscients du problème, n'envisagent toutefois pas de rectifier le tir via un patch, tout du moins à court terme. Selon leurs propos, ils seraient pour le moment déjà très occupés par d'autres projets comme Halo 3 Recon. À l'image de l'éternel duel entre PES et FIFA pour le football, NBA 2K et NBA Live livrent chaque année une bataille sans merci pour savoir qui des deux sera la meilleure simulation de basket. Mais autant être franc tout de suite, cette année encore, il n'y a pas réellement de suspense. NBA 2K9 s'impose comme le jeu de référence en matière de basket, et c'est donc à lui que l'on va s'intéresser aujourd'hui. And now, as we're about set, T-Mobile presents the starting 5 lineups. Comme chaque année, on se demandait ce que les équipes de Visual Concepts allaient bien pouvoir apporter au jeu, tant la version 2008 semblait déjà être une belle réussite à tous les niveaux. Eh bien, comme chaque année, les retouches sont légères, mais elles permettent au jeu de creuser encore un peu plus l'écart avec la concurrence. Tout d'abord, cette version 2009 est graphiquement très au point. Les joueurs sont mieux modélisés que jamais, le parquet semble plus vrai que nature, mais surtout, le public n'a jamais paru aussi vivant dans un jeu de sport que dans ce volet. Ça paraît évidemment être un détail inutile lorsqu'on l'évoque comme cela, et pourtant cela joue énormément sur l'ambiance lors des matchs. On se croirait tout simplement devant notre télé un vendredi soir, en train de mater un match de NBA. De leur côté, les animations surpassent elles aussi tout ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. Le souci du détail dont ont fait preuve les équipes de développement impressionne. Les attitudes des stars sont fidèlement retranscrites, tout comme les mouvements typiques du basket. Les appuis au sol, les changements de direction, les différentes manières de dribbler, de shooter, de passer la balle, tout est très semblable à ce que l'on voit chaque semaine sur les parquets américains. C'est du grand art, tout simplement. Here's another look with the Sprite Slam Cam. Karolinko knows how to finish when he gets it in close. En ce qui concerne le gameplay, là aussi on a le droit à quelques légères retouches afin de rendre le jeu plus réaliste. Il est par exemple plus facile qu'avant de sortir des dribbles un peu plus techniques que la moyenne, sans toutefois que l'on puisse échapper aisément à la défense adverse. On peut aussi utiliser le stick droit afin de changer au dernier moment sa manière d'attaquer l'arceau, ou encore d'exécuter son lay-up. Il y a également toujours plus de mouvements possibles, notamment dos au panier. Toujours dans cette recherche de réalisme, l'IA est maintenant beaucoup plus réactive qu'auparavant. Elle s'adapte au schéma tactique du joueur et fait perpétuellement évoluer son jeu en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Tout cela est d'ailleurs valable aussi bien pour les adversaires que pour son équipe. Here's Crawford. Drops. Nice bucket by the 9th-year veteran out of Michigan. Si le joueur décide de jouer rapidement en attaque, plusieurs solutions seront immédiatement proposées par l'IA et inversement s'il décide de jouer les coups calmement. Pour le contenu, NBA 2K a fourni un énorme effort par rapport à l'année dernière et a, du coup, franchi un palier supplémentaire. On soulignera par exemple le mode association, plus complet et plus complexe que jamais. On aura ainsi la main mise sur tous les aspects de la vie de sa franchise préférée. On devra gérer les salaires, les entraînements, le recrutement, mais aussi composer son équipe en fonction des ambitions personnelles de chaque joueur ou tout simplement de leur personnalité. Enfin bref, des heures et des heures de jeu en perspective. Le jeu propose aussi plusieurs nouveautés online, comme les matchs à 5 contre 5, le tout sans IA bien sûr. On est également très heureux de constater l'apparition du Living Rosters. Cette option permet de mettre à jour régulièrement toutes les statistiques des joueurs, les blessures, les transferts, en fonction de ce qui se passe en vrai sur les terrains de la NBA. Visiblement, il sera même possible de télécharger de nouvelles animations pour certains basketteurs afin de coller au mieux avec la réalité. Les retouches apportées au niveau du gameplay ont donc porté leurs fruits, tout comme les nouveautés graphiques. Le jeu est en plus ultra complet au niveau de son contenu.
Le seul reproche que l'on pourrait lui faire, c'est la gestion toujours très hasardeuse des lancers francs. C'est dire, tant sur le fond que sur la forme, NBA 2K9 s'impose donc sans conteste comme le jeu de basket le plus abouti cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film L'Arme Fatale, je crois que c'est dans le 3e, un moment où tu as Rix, c'est ça, hein, c'est Rix je crois, ouais, qui couche avec sa nouvelle petite copine, qui est vachement classe d'ailleurs, il dit c'est ma copine, hein. Et ils commencent à se déshabiller et en fait ils ont plein de cicatrices et ils commencent à se raconter leurs cicatrices. Donc j'ai décidé dans ce 101% de vous parler de mes cicatrices. Alors oui, j'ai été opéré mais de toute façon il n'y a pas de cicatrices apparentes donc je ne vous en parlerai pas. Alors la cicatrice qui remonte le plus loin dans le passé, pour moi, c'est une cicatrice de mon nez. Vous voyez, mon nez, là, il n'est pas droit. En fait, je vais m'en rapprocher plus. Voilà. Là, il y a une petite boule qui est formée. Voilà. Alors, pourquoi ? C'est parce que lorsque j'étais enfant, mon père avait eu la bonne idée de m'acheter, vous savez, les hélices en plastique qu'on appuie comme ça, et l'hélice, elle part comme ça. Alors lui, il se mettait sur le sol, et puis moi, je sais pas, j'avais 3 ans, donc j'étais pas très grand, enfin, pas moins que maintenant. Et j'étais comme ça, je disais, oui, l'hélice. Et mon père, il fait, regarde bien, hein. Comme ça, et l'hélice, elle part. Et à l'époque, il n'y avait pas de protection autour des hélices en plastique. Et l'hélice, elle part comme ça, elle fait, et moi, je fais, oh. Et là, je vois mes parents qui font, oh. Et je fais comme ça, et là, je sens du sang de partout qui me coule sur la main. Et en fait, j'avais le bout de mon nez qui pendait comme ça. Parce que l'hélice m'avait juste coupé le bout du nez. Et ma mère a vite pris des compresses, m'a remis le nez droit et m'a mis un sparadrap. Et ce qui fait qu'en fait, elle me l'a pas remis tout à fait droit, mon nez. Voilà. On regarde la critique de Tom Clancy, End Wars. Et là, je pense qu'il y en a d'autres qui vont se prendre des hélices dans le nez, hein. N-War est le nouveau jeu d'Ubisoft dans l'univers de Tom Clancy, celui-là même où se déroulent Ghost Recon, Hawks, Rainbow Six et Splinter Cell. Mais contrairement à ces titres, N-War n'est pas un jeu d'action. C'est un jeu de stratégie en temps réel, un pari pour l'éditeur. Surtout qu'on y trouve une innovation majeure dans le monde du jeu vidéo. Les unités sont entièrement dirigeables à la voix. Quoi qu'il en coûte. Nous n'avons pas déclenché cette guerre, mais nous irons jusqu'au bout. Comme il se doit dans un jeu estampillé Tom Clancy, le background géopolitique de N-War est très fouillé et aussi très sombre. Nucléaire fait 6 millions de morts en Nous sommes en 2020. Suite à une guerre nucléaire au Moyen-Orient, le prix du pétrole s'est vu surmultiplier, alors que les réserves mondiales sont au plus bas. L'approvisionnement mondial en énergie. La Russie devient alors un approvisionneur majeur en barils d'or noir. Et en face, l'Europe s'est rassemblée en fédération et reste très proche des États-Unis. Ces deux dernières ont d'ailleurs développé ensemble un bouclier antimissile qui les met à l'abri de toute attaque nucléaire. Les Américains, quant à eux, ont conquis l'espace et développent une station spatiale capable de déployer des troupes n'importe où sur la planète. Le monde compte donc 3 superpuissances, la Russie, l'Europe et les États-Unis. Et c'est dans ce contexte très tendu qu'une nouvelle partie attaque ces 3 acteurs. Il s'agit de l'Armée des Oubliés, un rassemblement des pays pauvres étonnamment bien équipés. Bien sûr, il y a manipulation en coulisses de la part des superpuissances, et la campagne d'introduction, qui sert de didacticiel, permet aussi aux joueurs de vivre en direct les événements qui précipitent tout bonnement la 3e guerre mondiale. La fin approche. Une fois le didacticiel de départ achevé, le joueur entre dans la vraie campagne du jeu. Il lui faudra choisir un camp parmi les 3 superpuissances, entre la Joint Strike Force des États-Unis, les Enforcers d'Europe et les Spetsnaz russes. Une fois son camp sélectionné, il pourra choisir, dans une certaine mesure, vers quel territoire se déployer et ainsi conquérir territoires, bases et villes. Dans N-War, l'accent est mis sur les batailles à petite échelle. Le joueur dirige un bataillon de plusieurs unités et doit réaliser des objectifs, comme prendre le contrôle d'un bâtiment de liaison satellite qui lui permettra de commander plus d'unités, tenir une défense ou bien détruire des bâtiments. En fait, on trouve principalement 4 types d'affrontements. Le premier est la conquête, où il faut conquérir au moins la moitié des tours de liaison de la carte pendant un certain temps, ou bien toutes d'un coup. Le second est l'assaut, où il faut détruire toutes les unités ennemies. Le troisième est le raid. Il faut alors dans un temps donné y détruire des bâtiments ou bien protéger un bâtiment spécifique. Enfin, le quatrième est le siège. Et là, il faudra défendre un point critique sans renfort. 7 unités différentes sont à la disposition du joueur. On y compte l'unité spéciale de commandement, propre à chaque faction,
Les mitrailleurs et les ingénieurs, capables chacun de capturer un bâtiment, et même de l'upgrader en ce qui concerne les ingénieurs, ils peuvent aussi se mettre à couvert et être très efficaces tant que leur couverture tient bon sous le feu ennemi. Les tanks sont forts contre les unités au sol, mais faibles contre l'aérien. Justement, les hélicoptères d'assaut se jouent des tanks, mais craignent les transports armés. Les transports armés, enfin, peuvent battre les hélicoptères, mais craignent les tanks. Il faut rajouter à tout cela l'artillerie, faible à bout portant, mais dévastatrice à longue distance. On l'aura compris, les unités d'Anwar sont architecturées en pierre, papier, ciseaux, chacune possédant des points forts et des points faibles, avec un peu plus de variété cependant. Le joueur pourra aussi faire appel à des attaques venant hors de la carte, comme les frappes aériennes ou des frappes de destruction massive. Hurleur K65 en vue. Alerte cadran centre. Ces attaques dévastatrices s'utilisent via des points de commandement que l'on régénère avec le temps ou en capturant des bâtiments. Il faudra aussi faire attention à ces unités, car même si le plus souvent on peut appeler des renforts, les unités survivantes à une mission se verront promues par la suite, à la manière des soldats dans les jeux XCOM d'antan. Le commandant prudent veillera à ordonner aux unités endommagées une prompte retraite, tant qu'il peut se le permettre. Les batailles gagnées rapporteront d'ailleurs des crédits qui permettront de customiser les forces de son escadron. Tout cela étant compris, une partie se déroule très simplement. Le joueur attache sa caméra à une unité et lui donne des ordres de déplacement, d'attaque ou de capture, et tout se déroule en temps réel. Mais là où Anwar marque un gros point, c'est avec sa reconnaissance vocale. C'est optionnel, mais le jeu peut se contrôler entièrement à la voix. Je suis Seb à No Life. Bonjour, bonjour. Ah, il faut parler fort. Parfait. Empreinte vocale reconnue. Il suffit d'appuyer sur la gâchette droite de la manette pour envoyer un ordre. Unité 2, sécurisé Alpha. Ces ordres sont très simples, avec un langage bien codé où l'on trouve toutes les cibles et les objectifs avec des noms de code. Unité 3, allez vers Lima. Unité 3, allez vers Alpha. Unité 4, allez vers Bravo. Unité 2, sécurisé Alpha. Mais aussi des possibilités plus complexes, puisque l'on peut grouper des actions d'unités. Le didacticiel de début crée le profil vocal du joueur, et force est de reconnaître que cela marche vraiment. On découvre alors une dimension nouvelle dans la stratégie. En effet, la voix permet de donner des ordres beaucoup plus rapidement qu'à la manette. Il faut bien avouer qu'on se sent tout de suite un peu plus commandant d'armée, et que cela permet de retrouver sur console une rapidité de réaction plus proche des jeux de stratégie sur ordinateur contrôlés à la souris. Cadran centre. Anwar fait partie de l'effort d'unification mis en place par Ubisoft sur sa licence Tom Clancy. Le joueur attentif pourra donc y retrouver de nombreux détails des jeux de cet univers, des personnages tout comme des unités. Le jeu lui-même est quelque peu différent des jeux de stratégie habituels. Déjà, c'est un RTS qui se joue comme un FPS. Comme la caméra peut seulement être rattachée à ses propres unités, le brouillard de guerre est de facto présent et la reconnaissance est naturellement très importante. Il est aussi très important de bien coordonner ses troupes pour composer avec les forces et les faiblesses des unités. De plus, le faible nombre d'unités présentes en même temps impose de bien manager sa stratégie pour optimiser l'action, ce qui occasionne une tension très forte. C'est peut-être pour ça qu'une fois la philosophie du jeu assimilée, le temps se met à passer très vite. La technologie de reconnaissance vocale, très agréable, marquera durablement ceux qui s'y essaieront, et on espère la retrouver sur d'autres titres à l'avenir. Le réseau de Paris est opérationnel. Mission accomplie. Alors là, l'anecdote sur c'est cette cicatrice. Alors, je vais essayer d'éviter de montrer trop mon ventre pour dégoûter les gens qui sont en train de manger. Voilà, j'ai une cicatrice ici. Donc oui, c'est l'appendicite. Donc pas grand-chose à dire sur cette cicatrice, sauf que, en fait, je déteste le sport, hein, comme sûrement beaucoup de geeks qui regardent No Life, et heureusement. Voilà, et la seule fois de ma vie où j'ai joué au foot, parce que j'avais jamais joué au foot, c'était avec mes cousins, c'était un dimanche, on se faisait quand même royalement chier. Et là, au bout de, je sais pas, 80 demandes de leur part, ils disaient « Allez, on fait une partie de foot !» J'ai fait « Ok ». Et c'était la seule fois de ma vie où je jouais au foot. Et au bout de 20 minutes de jeu, j'ai commencé à boiter, à faire « Ah, j'ai mal et tout !» Et ça m'a déclenché l'appendicite. Et depuis, j'ai jamais rejoué au foot. Parce que ça déclenche l'appendicite. Zizou, il a dû avoir l'appendicite. Si. On regarde la Minute du Geek à 4e dimension.
C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Ah, tu me fais super mal. Pardon? Tu faisais quoi, là? La prise de Spock. Tu sais, Star Trek, la première série de science-fiction. Ah ouais. Objection! On crédite souvent à tort Star Trek comme la première série de science-fiction à la télévision. En fait, l'histoire de la SF télévisuelle commence avec le scénariste Rod Serling. Au milieu des années 50, Serling avait déjà écrit plusieurs séries et téléfilms acclamés par la critique, notamment Patterns, une série sur la lutte de pouvoir dans une entreprise, The Rack, sur la guerre en Corée, ou le téléfilm Requiem for a Heavyweight, dont on disait à l'époque qu'il avait fait avancer le médium télé de 10 ans. Mais Serling rêvait de trouver un moyen d'adapter sur le petit écran les sérials radiophoniques de science-fiction et d'horreur dont il était très fan. Il faut dire qu'il en avait assez du contrôle et de la censure pratiqués sur les scénarios se déroulant dans le monde réel, et savait que la SF lui permettrait d'aborder ni vu ni connu des thèmes, politiques ou autres, qui lui tenaient à cœur. Serling avait fait une première tentative dans le fantastique sur une chaîne indépendante au début des années 50, avec une courte série baptisée The Storm. Mais ce n'est qu'en 1957 que son rêve allait vraiment prendre forme. À la demande de CBS, Serling écrit un téléfilm baptisé The Time Element, l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps pour tenter d'empêcher l'attaque de Pearl Harbor. Malgré tout, les directeurs des programmes de la chaîne n'aiment pas le scénario et le mettent au placard. Mais en 1958, le producteur Bert Garnett tombe dessus par hasard, l'aime et décide de le produire. Ce sera un succès phénoménal puisque la chaîne recevra plus de 6000 lettres de compliments de téléspectateurs. The Time Element permettra à Rod Serling de monter sa série qui débutera en 1959. Il s'agit de The Twilight Zone, plus connue chez nous sous le nom La 4e dimension. La série originale The Twilight Zone durera jusqu'en 1964 avec un épisode par semaine. Dans chacun d'eux, Rod Serling lui-même apparaît pour présenter le thème de l'épisode et assurer la narration. D'après la légende, Serling n'avait aucune envie d'apparaître à l'écran, mais à ses débuts, le show, déjà jugé très onéreux pour l'époque, n'avait pas les moyens de payer un acteur récurrent. Il y eut 156 épisodes, 92 furent écrits par Serling lui-même. D'autres furent des adaptations ou des scénarios originaux d'auteurs légendaires comme Ambrose Bierce, Richard Matheson ou Ray Bradbury. Après la mort de Rod Serling, la série connut de nouvelles versions en 1985 et en 2002, et même un film en 1983, mais aucune n'eut le prestige de l'original. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Alors, une cicatrice qui est vachement bien. Non, je sais pas si on va la voir. Voilà. Là, sur mon épaule. Ah, elle est bien, hein, elle est jolie, elle est grande. Hein. 8 points de suture. Alors, celle-là, elle était assez amusante puisque c'est un accident du travail. Lorsque j'étais fonctionnaire à la mairie d'Annonay en Ardèche et que j'étais graphiste. Voilà. Donc, on avait une porte vitrée, vous voyez, avec des cadres en bois. Vous voyez, un cadre en bois, puis il y a une porte vitrée. Voilà, il y a de la vitre, comme ça. Et je lisais Spawn à l'époque. Je lisais beaucoup Spawn. Et j'avais un collègue graphiste qui était dans le bureau en train de travailler. Et moi, à cette époque-là, je m'amusais à ouvrir les portes comme Spawn. C'est-à-dire que je donnais un grand coup de pied dedans. Et je faisais, avec des faux flingues, knock knock. Et là, alors, bon, oui, c'est un peu con, mais bon, bref. J'étais vieux déjà, hein, j'avais 24 ans. Et là, je défonce la porte s'ouvre, et là, il y avait un coin de table qui pète la vitre. La porte revient sous l'effet du choc. Et la vitre qui a pété, s'est pétée en pointe, comme ça. Et en fait, mais elle reste dans le bois de la porte. Ça fait comme une guillotine, en fait. C'est-à-dire que la vitre, elle tombe comme ça. Mais vu que la porte, elle revient, moi, j'avais l'épaule qui était à l'intérieur du cadre. Et en fait, la vitre a fait guillotine et s'est plantée dans mon épaule. J'avais un t-shirt blanc, mais moi, j'ai rien vu. Je me suis dit juste... Oh, attends, j'étais sur mon lieu de travail, je joue à Spawn et je pète la porte, quoi. Alors je fais, je vais me faire engueuler. Et tout le long, je me dis juste, je vais me faire engueuler, je sens rien. Et là, les gens viennent autour de moi et ils m'engueulent pas. Et je me dis, pourquoi ils m'engueulent pas? Et tous, ils me font, ça va. Et en fait, j'avais l'épaule qui était complètement rouge et tout. Et on m'a emmené aux urgences. Donc j'étais un des rares fonctionnaires de bureau en France à finir aux urgences et avoir 8 points de suture à cause d'accidents dans son bureau. À cause de Spawn. Voilà, on regarde Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka.
私今日はですねプランニングを見ますと新宿に来ています。新宿で何をしているかというとTGS の前夜ということでカプコンさんが海外プレスを招いてパーティーをしてるんですね。じゃあ早速潜入じゃないわ、私招待されてますからね今日ね、カプコンさんにね。でみんなでカプコンのパーティーに行きたいと思います。会場はねこのねビルの中にある、なんとそこにねちょっと出てますね。もうすごいのよ、素敵なのよ。カプコンさんやるこのキリストンカフェでカプコンさんのプレ TGS 前夜祭です。よしやっとカプコンさんの会場に着きました。多分ねいろんなゲームが出ててもうロックマン Q とかもう今日遊べちゃうかもしれないんですよ。じゃあ行くわよ、みんな行くわよ。なんかここみんなもうプレス集まってますね。どこでエッセイできるんだろう。いやでもだってさちょっと待って、カットじゃない、だってキリストンカフェ、日本人はですね結構イエス様とかマリア様とかクリスチャンのモチーフ大好きなんですよ。なのでここもお店がねクリスチャンキリストをテーマにしたお店ですね。こんなところになぜかカプコンさんのぬいぐるみもあります。オフィシャルだよ。不思議なのがこのプレ TGS パーティーなのにゲームが何にも見当たりません。何もない。テーブルに出てるのはモンハンの可愛いぬいぐるみだけ。さあ私どうしようかな、東京カフェ。じゃあみんなに日本の食べ物を紹介しようかな。唐揚げ、これはプレのベニエですね。こちらのお皿はもうねサラダ食べちゃってなくなっちゃって、ピッツァもなんか日本風な味付けがされてますよ。なんとカプコンさんのパーティーでは美味しい料理だけじゃなくてスタチューも天使のランプだったり手をつかシャンデリアなんかが豪華に飾られてますか。Laisse tomber, c'est nul. Mais alors, 分かったよ12で。さすがキリストンカフェでキリストの絵があります。 Non, non, laisse tomber, on n'arrivera à rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? 東京カフェっていうのは台本もないし進行表もないのね。だからたまにこうやってちょっと今日の面白くないぞっていうのがたまにあるのよ。でも今日せっかく来たんでみんなちょっと今東京カフェあれ今日何が起きるのって思ってたでしょ。私もそう。これもらってきたんで視聴者のみんなにこれを差し上げたいと思います。励ましのメールをください。つまんない東京カフェとか言わないでほぼね昆布でお願いします。Voilà, ce 101% spécial cicatrice va être bientôt fini. J'ai peut-être une dernière anecdote. Bon, Alex va pas être content parce que ça risque d'être un peu long. Il adore ça, les plateaux longs de 101%, alors tant pis, allez, on y va. Il faut savoir que ce n'est pas une cicatrice sur mon corps. Non, c'est une cicatrice mentale. C'est quelque chose qui m'a fait très mal au fond de moi. C'était lors de mon anniversaire, il y a quelques années quand même, voilà. J'avais décidé de faire une sorte de jeu de piste en Ardèche et tout ça, et tout le jeu de piste se terminait dans un cimetière abandonné en pleine campagne ardéchoise. Et le truc rigolo, donc je mettais les gens vraiment dans une situation voilà, avec des tombes autour d'eux, je leur faisais peur, etc. Et en fait, je débarquais, je sautais d'un muret habillé en Batman, en fait, avec un pauvre costume de Batman et tout ça. Et je faisais « Vous avez sauvé Gotham City !» un truc comme ça. Le truc, c'est qu'il y avait une énigme pour arriver au cimetière. Et les mecs, mon énigme, elle était trop facile et ils ont trouvé tout de suite. J'étais en train de m'habiller en Batman. Et là, j'entends les bagnoles qui arrivent. Et je, oh putain, faut que je me cache. Rémi, qui était avec moi déjà, qui est le caméraman de Nerds et monteur à No Life, avait l'ordinateur. Et donc lui, il planque se cacher derrière la seule cachette qu'il y avait dans le coin. Mais il y avait le place que pour un. Et Rémi était caché et moi j'étais là en Batman. Et en train de faire où je vais aller. Et là, il y avait un pont. Et il y avait un petit trou à côté du pont, avec des arbres. Et moi je me suis dit, je me cache dans le trou. Mais je me suis même pas demandé si le trou était profond ou... Quoi, rien, hein. Et je me dis, allez, je me cache dans le trou. Et comme un con, au lieu de descendre comme ça, tout doucement, je saute à pieds joints dans le trou. Et en fait, il y avait 5 mètres. Et
Mais heureusement, c'était une pente. C'est-à-dire que déguisé en Batman, en Razardèche, hein, je saute dans un trou à côté d'un pont et je rebondis comme ça. Je rebondis et je me prends les branches d'arbres qui essayent de me retenir comme ça. Et ça fait. C'est pour ça que dans Nerds, à un moment, il y a Régis Robert qui dit il y a des branches qui ont essayé de me retenir. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait. Et je tombe en Batman comme ça et j'arrive dans mes, je sais pas, 5 cm d'eau et mon menton se tape contre un gros caillou et je reste comme ça. Et je suis sonné. Je me relève un peu et j'entends Davy, Davy. Et c'était Rémi qui était avec une lampe torche et je regarde mais j'ai l'impression que c'était tellement haut que c'était limite une étoile quoi, sa lampe torche. Et j'ai fait ça va, nickel, nickel. Et il a fallu que je remonte en m'accrochant à des orties sur les côtés parce que personne n'y allait. Et j'étais en Batman et le soir je suis allé aux urgences et ils m'ont mis un plâtre. Voilà. Mais je ne suis pas allé aux urgences déguisé en Batman, j'aurais voulu. Mais non. Et alors en tout cas, moralité de l'histoire, Batman ne vole pas. Mais vraiment pas. En fait, tu t'es quand même plus souvent blessé en faisant le geek qu'en faisant du sport. Ah bah de toute façon, je fais pas de sport. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, les comics m'ont fait beaucoup de mal. Tenth color, right.